C'est Davgui, bonsoir. Nous revenons pour vous donner de quoi vous en souvenir, de quoi vous informer et de quoi vous former surtout. Parce que c'est Davgui, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de développement personnel, nous parlons surtout aussi de richesse. Et au-delà de ça aussi, nous parlons de bien-être. C'est pourquoi Davgui devient la scène ou une web TV de la jeunesse. Nous avions fait un long déplacement depuis Conakry pour venir, oui, à l'intérieur du pays, pour retrouver les vrais hommes. Et aujourd'hui, nous allons aussi essayer de parler d'un monsieur aujourd'hui qui n'est plus méconnu par la jeunesse guinéenne et surtout par la jeunesse de la moyenne Guinée. Ce jeune, il s'est démarqué aujourd'hui par une activité dont assez de jeunes pensent que cette activité n'est pas prolifique. Mais aujourd'hui, il va essayer de nous étayer à travers cette interview dans Inspire-moi. Oui, parce que dans Inspire-moi, nous recevrons des jeunes qui nous inspirent à travers leur parcours, à travers leurs résultats et surtout à travers les choses qu'ils font qui marquent la jeunesse, la population et surtout les entourages. Nous avions des terres cultivables, nous avions des cours d'eau et d'ailleurs, il est dit que nous avions plus de 1161 cours d'eau, une population jeune. Alors pourquoi aujourd'hui la Guinée ne parvient pas avec toutes ses ressources à s'auto-nourrir? Nous n'arrivons pas encore à atteindre notre autosuffisance. Voilà aujourd'hui le focus ou la concentration de l'émission. Donc nous allons être focus sur une activité qui permettra à la Guinée d'atteindre son autosuffisance alimentaire. C'est jeune. Vous allez découvrir à travers cette interview, à travers un monsieur remarquable et exceptionnel depuis l'abbé, que oui, ce domaine, nous devions l'embrasser afin de faire sortir notre pays de l'ornière. C'est lui-même, monsieur Elhadj Amadou Dansoko. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ok. Pour les gens qui n'ont jamais eu la chance de vous côtoyer, dites-nous qui est exactement monsieur Elhadj Amadou Dansoko. Oui, bonsoir chers téléspectateurs de Davgui Web TV. Donc je me présente, je m'appelle Elhadj Amadou Dansoko. J'ai 27 ans, j'ai 2 enfants. Donc je suis un jeune agriculteur et éleveur en même temps. Donc j'évolue dans le domaine agricole. Je cultive de la pomme de terre, du maïs, des cultures vivrières entre autres. Donc j'évolue aussi dans l'élevage, des poules pondeuses, des poulets de chair entre autres. J'évolue aussi dans la fabrication d'aliments volailles, que ce soit aliments volailles, aliments bétail. J'évolue dans ce domaine aussi. Donc je suis né dans une famille entrepreneur, dans une famille agricole. Donc déjà depuis le grand-papa, le grand-père, le grand-père était agriculteur. Le grand-père était agriculteur et ça, mon papa aussi a suivi les pas de son père et moi aussi j'en fais autant. Donc ce qui prouve un peu, c'est une continuité familiale, c'est une continuité familiale et nous en sommes très fiers. Ok. Parlant de vous, à vous voir aujourd'hui dans l'agriculture, vous vous exprimez couramment et très bien. Nous allons d'abord faire un détour sur votre parcours scolaire. Comment vous aviez fait vos études? Où avez-vous fait vos études? Bon, moi j'ai commencé les études primaires à l'AB ici. J'ai fait la maternelle jusqu'en 3e année, c'est qu'on dit C1. C1. Donc ensuite je suis allé du côté du Sénégal, à Dakar précisément, là où j'ai fait le restant de mon cursus scolaire. Donc j'ai eu mon baccalauréat à Dakar. J'ai fait la série G, ce qui est synonyme de la série gestion, comptabilité. La gestion en comptabilité. Donc j'ai décroché le bac G avec mention bien. Donc ensuite, étant donné que le papa était en Guinée ici, on avait une entreprise familiale, donc j'ai jugé nécessaire de revenir à côté de lui, premièrement pour avoir de l'expérience avec lui, tant que je peux, et ensuite pour l'aider dans ses travaux. Parce qu'on n'est pas sans savoir, nous ses fils, que nous avons une grande entreprise qui évolue de jour en jour. Donc nous avons jugé nécessaire de revenir au pays. Donc je suis venu ici, j'ai fait l'université.
J'ai fait l'université une université de la place à l'AB ici. Donc j'ai eu ma licence en économie des entreprises. Donc voilà, je suis licencié. Je suis licencié en économie des entreprises. À retenir que M. Dansoko a effectué une partie de ses études en République de Guinée et a continué au Sénégal avant de se retourner au Bercail. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a des Guinéens qui aspirent sortir, aller au Sénégal pour poursuivre les études parce que les gens se disent oui, là-bas ça étudie beaucoup. Et d'ailleurs, tu avais la chance aussi de sortir pour poursuivre tes études en France ou je ne sais pas, en Occident. Mais au-delà de venir rester à côté des parents, pourquoi tu n'as pas eu cette passion d'aller poursuivre tes études? Parce que vous avez les moyens à l'étranger, mais tu as préféré venir. Vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle la théorie, il y a ce qu'on appelle la pratique. Moi, j'ai préféré apprendre la pratique d'abord, avant d'exécuter la théorie. Donc la pratique, je peux la faire à côté de mon papa. Il m'enseignera beaucoup. Je me suis dit qu'il m'enseignera beaucoup. Et à force de pratiquer la chose, j'aurai une partie de la théorie déjà en place. J'aurai une partie déjà de la théorie en place. Ce qui m'a poussé de revenir, d'être à côté de lui, d'exécuter ces tâches qu'il me confiera. Au fil à aiguille, j'ai pu marquer ma présence, marquer mon territoire. Donc, c'est ce qui m'a poussé. Marquer votre territoire. Là, déjà, nous comprenons qu'il a voulu apprendre la pratique et la pratique, c'est sur le terrain. Et le terrain, son papa y était déjà, donc c'était vraiment une coïncidence pour lui d'apprendre très bien. Mais aussi, il y a l'autre question. Au-delà de cette affection familiale liée à l'agriculture, qu'est-ce qui t'a poussé le plus à t'intéresser? Déjà, l'agriculture, chez moi, c'est une passion. L'agriculture, c'est une passion. Déjà, depuis tout petit, j'accompagnais mon papa au champ. Quand je venais en vacances, je quittais Dakar, je venais à l'Abbé pendant les vacances. Je faisais 3 mois ici. Pendant tous les 3 mois, je l'accompagnais au champ. J'y allais depuis le matin jusqu'au soir. C'est ici qu'on jouait. On jouait au football dans le champ. On courait dans le champ. Donc cette affection déjà, ça m'a permis d'être amoureux de la terre. C'est une activité qui nous permet de nourrir la population. Déjà, c'est une activité qui nous permet de nourrir la population et de créer de l'emploi. De créer de l'emploi pour aider les gens vraiment à subvenir à leurs propres besoins. Donc, tous ces avantages m'ont plus marqué dans le secteur agricole et qui m'a le plus poussé à vraiment m'investir dans l'agriculture. Et notamment aussi, on ne peut pas faire une activité sans pour autant gagner quelque chose. Donc l'agriculture aussi, voilà. Et tu viens de derrière l'agriculture, il y a de l'argent, il y a de la richesse. Je peux vous témoigner d'une chose, les plus grands richards, les plus grands hommes des États-Unis, sur les 10, peut-être les 6, les hommes les plus forts des États-Unis, c'est des agriculteurs. Quel témoignage, pas plus tard. Et de là déjà, nous allons venir directement. Depuis que vous êtes à l'Abbé, précisément, quelle dimension de terre vous mettez en valeur, vous? Nous disposons de 25 hectares de terre cultivable. Nous disposons de 25 hectares de terre cultivable, soit 250 000 mètres carrés. 250 000 mètres carrés. Bien sûr, de terre cultivable. Donc nous exploitons environ, pendant la saison pluvieuse, nous exploitons 15 hectares de maïs. Nous exploitons 15 hectares. Et en saison hivernale, et en saison sèche, nous exploitons 12 hectares de pommes de terre. En saison pluvieuse, nous exploitons 15 hectares de terre. 15 hectares. En saison sèche, nous exploitons 12 hectares. Ce qui fait les 27. Non. En saison pluvieuse, nous exploitons sur les 25 hectares, nous exploitons 15. Voilà. 15, voilà. En saison sèche, sur les 25 hectares, nous exploitons 12. Je vais vous expliquer pourquoi en saison sèche, on exploite 12. Vous savez, nous disposons de 25 hectares de terre cultivable.
En saison sèche, il ne pleut pas. Okay. Donc, nous disposons d'une rivière qui se trouve tout le long du champ, de 25 hectares. Donc, c'est par rapport à cette rivière, c'est avec cette rivière que nous nous arrangeons à arroser. Nous utilisons pour l'arrosage. Donc, la rivière, elle tarit environ au mi-mois de mars. Mi-mois de mars. Mi-mois de mars. Okay. Vers le 15 mars, la rivière commence à tarir. Okay. Donc, il n'y a plus d'eau dedans. Donc, en général, nous commençons à semer la pomme de terre à partir du mois de novembre. À partir entre le 1er et le 15 novembre, nous commençons à cultiver la pomme de terre. Et sachant que la pomme de terre fait 2 mois, 2 semaines, donc la pomme de terre, les 12 hectares pourront tenir avec la rivière qui tarit le 15 février. Elle pourra tenir que 12 hectares. Wow. Ok. À comprendre toutes ces explications, vous déjà, nous voyons que vous faites de l'agriculture mécanisée ou moderne. Pour les gens, par exemple, qui n'ont pas ces capacités, pourriez-vous nous expliquer un peu comment ils font pour cultiver? Vous savez, la majeure partie de l'abbé, ils cultivent en saison pluvieuse. Un faible pourcentage cultive pendant la saison sèche. Et quelles sont les cultures principales d'abord? Les cultures principales à l'abbé. La ville de l'abbé est spécialisée dans différentes cultures. Principalement la pomme de terre. Nous avons la pomme de terre qu'on cultive beaucoup à l'abbé ici. Nous avons l'aubergine qu'on cultive beaucoup à l'abbé ici. Nous avons le maïs qu'on cultive beaucoup à l'abbé. La tomate, les poivrons, les piments verts, les piments rouges. En tout cas les cultures vivrières. Les cultures vivrières. Bien sûr. Ok. À comprendre, par exemple, vous avez énuméré une multitude. Maintenant, si je prends par exemple, vous avez parlé de pommes de terre qu'on peut cultiver à l'abbé, d'aubergines qu'on peut cultiver, de maïs qu'on peut cultiver et d'autres cultures maraîchères qu'on peut cultiver aussi. Bien sûr. Maintenant, pour un jeune qui veut se lancer dans l'agriculture, parmi ces différentes cultures, laquelle pourriez-vous le recommander comme étant une culture rentable et avec moins de problèmes? Moi, je recommanderais à cette personne 2 différentes cultures. Il peut me faire de la pomme de terre en contre-saison. Contre-saison. C'est-à-dire la saison sèche. Quand on dit contre-saison, c'est-à-dire la saison sèche. Pour un jeune qui n'a pas de moyens. Pour un jeune qui n'a pas de moyens, il peut commencer avec la culture de l'aubergine. Ça déjà, ça demande pas beaucoup d'efforts comme avec la pomme de terre. Parce que vous savez, avec l'aubergine, on fait une pépinière d'abord. On attend 1 mois. Quand la pépinière commence à finir de pousser à 1 mois, on transplante dans le champ. Dès qu'on transplante dans le champ, on a besoin de 2 mois à 2 mois et demi pour qu'elles puissent produire les aubergines. Tout en sachant que les aubergines, tant qu'elles reçoivent de l'eau, elles produisent. Il n'y a pas de date limite pour dire que bon, après 2 mois, 2 semaines, on récolte. Non. Tant qu'elle reçoit de l'eau dans ses racines, elle produit. Donc, vous pouvez récolter chaque 3 semaines, chaque 2 semaines, vous pouvez récolter de l'aubergine. Donc, ça déjà, c'est rentable parce que déjà 3 récoltes, 4 récoltes, déjà vous avez amorti votre investissement. Donc, toutes les récoltes que vous ferez après ça, ce sera le bénéfice. Ok. Disons, à partir, quand on sème l'aubergine, à partir de 2 mois déjà, on peut commencer. Oui, quand elle fait 1 mois en pépinière et qu'on répique dans le champ, on peut attendre 2 mois, 2 semaines. Donc, et qu'on commence à récolter. Après 3 mois, on commence à récolter les aubergines. Et par rapport à la pomme de terre, exclusivement. La pomme de terre, il y a différents types de semences. Il y a des semences qui te font 1 mois et demi. S'il te plaît, parlons-en des semences. Vous avez dit plusieurs, par exemple. Bien sûr, il y a une semence qu'on appelle la Maldive. Maldive. Ça, c'est une semence qu'on dit hâtive. C'est-à-dire une semence qu'on récolte très tôt. C'est-à-dire à 1 mois, 3 semaines, elles sont déjà en maturité et vous pouvez déjà les récolter. 1 mois 1 mois, 3 semaines. Ok, Maldive. Elles sont déjà en maturité et on peut déjà les récolter. Il y a une autre semence qu'on appelle le spunta. Elle fait 2 mois, 2 semaines. 2 mois, 2 semaines. Après semis, tu peux récolter après 2 mois, 2 semaines de semis.
Nous avons une semence aussi qu'on appelle le Nicolas. Nicolas, oui. Nicolas et le Selena. Ça, c'est des semences qui font 3 mois. Donc à 3 mois, elles sont en maturité. Jusqu'à 3 mois, les tubercules sont en train de grossir. Donc à 3 mois, quand vous les récoltez, vous avez des tubercules consistantes. Ok. Maintenant, par rapport aux différents types de pommes de terre dont vous aviez fait allusion, à savoir les Maldives, du Spunta, du Nicolas et du Selena. Oui. Maintenant, parmi ces types, pendant vos cultures, vous aviez fait déjà, parce qu'en ce que je sache, votre entreprise depuis 1989, bien sûr, elle existe. Ok. Et maintenant, parmi ces différents types, lequel pensez-vous qu'il a moins de problèmes et plus prolifique aussi? Vous savez, chaque semence avec ses qualités et ses inconvénients. Ok. Je vous ai cité 4 semences. Oui. Chacune des semences, je vais vous citer ses qualités et ses inconvénients. Ok. Nous allons commencer par la Maldive. La Maldive, c'est une semence, comme je vous l'ai dit, hâtive. Déjà 1 mois, 3 semaines, tu peux la récolter et mettre sur le marché. Donc, en Guinée, ici, nous avons des périodes qu'on dit des périodes creuses. Des périodes où il n'y en a pas de pommes de terre. Ok. Donc, il y a la rareté. Okay. Donc la Maldive vient jouer dans cette période-là. C'est-à-dire, quand tu vois à distance, quand tu arrives à cerner cette période-là, tu peux déjà semer la Maldive. Quand tu calcules à 1 mois, 3 semaines, elles seront à terme. Et en ce moment, quand tu récoltes, tu pourras avoir un bon prix pour la commercialisation. Donc déjà, tu peux semer et que tu puisses récolter dans cette période. Okay. Ça, c'est ses avantages. Bon, ses inconvénients, c'est que, vous savez, une pomme de terre, autant qu'elle dure sur terre, autant qu'elle a de gros calibres de pommes de terre. Okay. Voilà. Donc, 1 mois, 3 semaines, déjà, ça, c'est pas beaucoup sous terre. Donc, les tubercules ne seront pas assez consistants, assez gros. Voilà. Le rendement à l'hectare, ça tournera environ entre 20 et 25 tonnes à l'hectare. Voilà, ce que nous, les agriculteurs, on dit entre 20 et 25 tonnes, ce n'est pas un rendement fameux. Voilà, étant donné que quelquefois nous faisons des rendements entre 40 et 45 tonnes à l'hectare. 45 Entre 40 et 45 tonnes à l'hectare. Ok. Voilà, donc c'est ça un peu le défaut de la Maldive. Okay. Elle n'a pas un gros rendement parce qu'elle ne dure pas sous terre. Voilà, nous avons le Spunta. Le Spunta, c'est une semence qui fait 2 mois, 2 semaines. Okay. Déjà à 2 mois, elles ont de gros tubercules. C'est sa spécialité, c'est les grosses pommes de terre que tu arrives à récolter. Ça, c'est sa qualité. Son inconvénient, c'est que c'est une semence qui n'est pas très, comment est-ce qu'on dit ça, qui n'est pas très résistante par rapport à certaines maladies qui attaquent les pommes de terre, notamment le mildiou de la pomme de terre. Donc, ok, continuez. Voilà, notamment le mildiou de la pomme de terre, c'est ça son inconvénient. Maintenant, nous avons le Nicolas et le Selena, je vais les mettre dans un même package. Donc, le Selena et le Nicolas, ce sont des semences qui sont premièrement, leur première qualité, c'est leur résistance par rapport à certaines maladies qui attaquent les pommes de terre. Ce sont des pommes de terre très résistantes, premièrement. Et deuxièmement aussi, ce sont des pommes de terre qui ont beaucoup de matière sèche. Dans le tubercule. Donc, ce qui permet une conservation, une bonne conservation. Quand vous conservez les pommes de terre, que ce soit en chambre froide, que ce soit à l'air libre, elles se conservent mieux que les autres. Elles ont une autre qualité encore, ce sont des pommes de terre qui peuvent amener 40 ou 45 tonnes à l'hectare, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce sont des pommes de terre qui ont un grand rendement. Et c'est elles aussi qui font 3 mois sous terre. Donc autant qu'elles sont sous terre, autant les tiges sont toujours vivantes, autant les tubercules grossissent. Déjà, nous pourrions dire déjà même que vous êtes un consulteur. Donc déjà que vous faisiez ce métier, même si parfois vous dites ah non, ne m'appelle pas ici, mais voilà, vous avez vu les techniques expliquées, donc nous sommes avec un professionnel. Avec votre expérience, M. Elijah, parmi les 4 types, lequel pourriez-vous me recommander si je devrais me lancer dans la culture? À la date d'aujourd'hui, moi je vous recommanderais la semence qu'on appelle la semence Selena.
Selena. Selena. Selena. Selena. Ok, Selena. Selena, c'est une semence qui a beaucoup de qualité. Sur une échelle de 1 à 10, sa résistance par rapport à la maladie mildiou est à 7. Si une échelle? Sur une échelle de 1 à 10, ok. Sa résistance oui. à la maladie le mildiou oui. est à 7. 7. 7. Wow. Ouais. Wow. Donc 7 sur 10, elle peut résister à la mildiou. Wow. Voilà. Donc sur son rendement aussi, en Occident, moi j'ai vu certains champs qui ont fait 68 tonnes à l'hectare. Wow. En Occident. Oui. Moi personnellement, oui. j'ai pu travailler avec cette semence pendant 3 années de suite. Mon plus gros rendement, c'était 44 tonnes à l'hectare. Donc cette année, j'ai choisi cette semence-là pour cultiver la pomme de terre en contre-saison. Je ferai, Inch'Allah, 8 hectares de pommes de terre. D'accord. Donc avec la semence Selena, que j'ai déjà commencé à semer il y a environ 10 jours. Wow. Ouais. Ok. Vous savez, quand nous prenons les jeunes aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes diplômés qui sont au chômage. Et au-delà de ça aussi, il y a des parents aujourd'hui qui ont les moyens mais qui refusent d'investir dans l'agriculture. Aujourd'hui, je faisais une petite recherche par rapport aux plus grands producteurs de pommes de terre en Afrique. Parmi les 10 premiers pays producteurs de pommes de terre en Afrique, je n'ai vu la Guinée. Or, chez nous, on nous dit en moyenne Guinée, il y a des terres cultivables et propices pour la culture de la pomme de terre. Mais à mon fort étonnement, même sur les 20, je n'ai vu la Guinée. Alors, voici quelques recherches dont j'ai eu. La Guinée regorge plus de 6,2 millions d'hectares cultivables. Et au-delà de ça aussi, nous avions plus de 6250 km. Nous avions 1161 cours d'eau, nous avions 24 bassins versants, nous avions 364 000 potentiels de terres irrigables, nous avions environ 2,7 millions d'hectares, soit 11% du territoire national. Au-delà de ça, la quantité d'eau, si nous venons au niveau de la pluviométrie favorable, la Guinée regorge entre 1200 mm au nord et au nord-est et 6000 mm dans le Fouta Djallon. Donc en Guinée, les cours d'eau ou la pluviométrie nous permet de regorger une quantité de chaque année de plus de 400 milliards de mètres cubes d'eau par an. Pour pouvoir engendrer beaucoup de bénéfices, il faut savoir diminuer les charges. Donc tout ça pour dire quoi? Dans les années précédentes, nous étions confrontés à d'énormes problèmes sur les intrants agricoles, sur les semences, sur les engrais, entre autres. Ce qui faisait que les charges étaient très élevées. Étant donné que les charges étaient élevées, le bénéfice était très bas, voire même inexistant. Il y en a certains qui faisaient l'agriculture, qui récoltaient, qui vendaient la pomme de terre et qui n'arrivaient même pas à couvrir leurs charges qu'ils ont faites. Mais heureusement, avec une nouvelle politique qui commence à voir jour en Guinée ici, avec les nouvelles autorités, nous avons constaté un gros changement. Il y a des subventions qui ont été faites. Il y a des accompagnements qui ont été faits. Il y a même des crédits qui ont été octroyés à certains agriculteurs. Ce qui nous permettrait, nous, agriculteurs, de pouvoir bien profiter de la chose. Il y a une différence entre l'agriculture intensive et l'agriculture extensive. Bien. Nous, nos parents, ils faisaient de l'agriculture intensive. Nous, en ce moment, nous faisons de l'agriculture extensive. C'est-à-dire nos parents, ils cultivaient juste pour se nourrir. Mais nous, en ce moment, nous cultivons la terre pour gagner de l'argent, pour nourrir la population. Déjà, vous parlez de l'ensemble de ces privilèges octroyés par les nouvelles autorités. Bien sûr. À savoir les subventions, des crédits octroyés aux jeunes. Mais comment pourriez-vous convaincre à ces jeunes qui sont réticents en disant oui, même s'il y a ça, mais l'agriculture que nos parents, par exemple moi,
J'ai grandi en voyant mes parents faire l'agriculture, le riz par exemple, les cafés. Mais à chaque année, on voit nos parents, rien ne change. Il y a d'autres, quand ils cultivent les champs de riz, avant que l'année ne se termine, il n'y a plus de riz dans les greniers. Alors comment les convaincre en disant oui, on peut devenir riche à travers l'agriculture? Vous savez, il y a une différence entre l'agriculture intensive et l'agriculture extensive. Bien. Nous, nos parents, ils faisaient de l'agriculture intensive. Nous, en ce moment, nous faisons de l'agriculture extensive. C'est-à-dire, nos parents, ils cultivaient juste pour se nourrir. Mais nous, en ce moment, nous cultivons la terre pour gagner de l'argent, pour nourrir la population. Un jeune qui veut investir dans l'agriculture à travers les pommes de terre, est-ce que pourrais-tu nous donner un exemple sur un hectare? Quels sont les coûts? Bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il soit en possession de la terre d'abord. Soit par, je sais qu'un jeune ne peut pas acheter un hectare pour un début, mais il peut prendre en location un hectare de pommes de terre. Donc cela permet d'avoir la terre sur laquelle travailler. Donc ça varie entre 800 000 à 1 500 000 pour la location, pour le bail de la terre, pour l'exploitation. Donc en second lieu, nous avons besoin de la semence de pommes de terre. Nous avons besoin de la semence de pommes de terre, ce qui représente environ 40% des charges totales. 40%, c'est-à-dire sur les 100 millions que j'ai dit au début, il faudrait 100 millions pour une exploitation d'un hectare. Il faudrait 40 millions pour la semence. Donc, disons pour l'exploitation d'un hectare de terre, de pommes de terre, il faut 100 millions. Il faut 100 millions. En contre-saison. Mais là, ça décourage. Non, ça ne décourage pas, mon cher. Vous savez, dans toute activité, comme mon papa me dit toujours, il faut faire, mieux vaut faire une petite activité qui est rentable que de faire une grande activité qui ne sera pas rentable. Comme pour dire quoi? Pour dire que un hectare de pommes de terre vaut 10 millions et vaut 100 millions, n'est-ce pas? Oui. On peut faire 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés. Oui. Ok. Là, on prend les 100 millions, on divise par 10. Pour 1000 mètres carrés, tu auras besoin de combien? 10 millions. Après le côté de la terre, maintenant nous revenons sur la semence. À combien coûte la semence? La semence en général, il n'y a pas un prix fixe parce qu'il y a des importateurs de semences. Il y a aussi la Fédération paysanne des agriculteurs du Fouta qui est là aussi, qui importe des semences et qui distribue aux agriculteurs. Donc en général, le prix tourne autour de 11 500. Entre 11 000 et 11 500 francs guinéens le kilogramme de semences. 11 000? Entre 11 000 et 11 500 francs guinéens. Oh, pour un hectare, il faut combien? Ça dépend du calibre. Vous savez, les semences de pommes de terre, il y a ce qu'on dit le calibrage. C'est-à-dire, il y a des semences qui sont du 28-35. C'est-à-dire, les tubercules font entre 28 et 35 mm. Donc ça, c'est les petites semences. Donc si c'est les petites semences, vous pouvez semer environ une tonne, entre 1 tonne et 1 tonne 500 pour un hectare de pommes de terre. Maintenant, il y a des calibres qui vont entre 35 mm et 55 mm. Donc ça, c'est les grosses tubercules. Donc là, vous aurez besoin entre 3 tonnes et 3 tonnes 500. Maintenant, c'est qui fait combien? En termes chiffres? Oui. Si c'est les calibres 35-55, vous aurez besoin de 40 millions 200. 40 millions 200 pour 3 tonnes 500 de semences de pommes de terre. Maintenant, après la semence, il y a quel autre facteur? Il y a, quand on acquiert la semence, nous avons besoin de la fiente. Nous avons besoin de la fiente. La fiente, c'est les excréments. Bon, nous, en Guinée, ici, nous utilisons plus les excréments de poules, les caca des poules. Donc, qui nous sont fournis par les éleveurs. Ah bon? Que j'en suis. Ah, voilà. Ok. Nous ferons un détour. Voilà, donc nous avons besoin de la semence, environ 625 sacs, 625 sacs de fiente par hectare. Pour un hectare de pommes de terre. Bon, moi je vous dis mes normes que je fais. C'est pas tout le monde qui fait ça parce que voilà, ça demande beaucoup d'argent pour faire 625 sacs de semences fois 50 000. Ça vous fait environ 31 millions et quelques. 31 millions. Voilà. Donc il faut 625 sacs de fiente. Il faut 3 tonnes 500 de semences. Il faudrait 12 sacs d'engrais.
12 sacs d'engrais. Okay. Qui vaut le sac d'engrais actuellement avec la subvention de l'État que nous achetons environ à 300 000 actuellement. Okay. Donc nous aurons besoin de 12 tonnes d'engrais et de 12 sacs d'engrais. Donc nous aurons besoin aussi de la main d'œuvre. Ouais. La main d'œuvre. Et là au moins nous pourrions... Bon, la main d'œuvre, moi je prends 40 personnes, travailleurs jour, peuvent exécuter une tâche. Et pour le cursus de la pomme de terre, nous faisons 4 tâches. Lesquelles? La première tâche, c'est le semis. La deuxième tâche, c'est le désherbage. La troisième tâche, c'est le butage. La quatrième tâche, c'est la récolte. Le semis. Le semis. Oui. Le binage. Le binage. Le butage. Le butage. Enfin la récolte. La récolte. Et chaque personne, chaque tâche a besoin de 40 personnes. Donc les 4 tâches feront 160 personnes. Et actuellement, la main d'œuvre est payée entre 8h et 13h à 30 000 francs guinéens. À la baie. À la baie. Donc 1 200 000 par tâche, ce qui vous fait environ 4 800 000 pour les 4 tâches. Okay. Donc nous avons besoin d'une main d'œuvre. Ensuite, nous avons besoin de labourer la terre avant de mettre la semence, avant de mettre la fiente, pour ensuite mélanger avec l'engrais et après semer la pomme de terre. Et là, ça coûte aussi combien? Bien sûr, parce qu'il faut qu'on loue un tracteur. Okay. Il faut qu'on loue un tracteur. Actuellement, un tracteur, quelqu'un qui ne dispose pas d'un tracteur et qui aurait besoin d'un tracteur pour labourer la terre, ça se discute, ça se négocie entre 800 000 et 1 million pour un hectare. Pour labourer un hectare 800 000 de terre. 800 000 et 1 million. Ok. Maintenant, si nous prenons, par exemple, la personne a investi les 100 millions. Oui. Les recettes, à quoi la personne pourrait s'attendre? C'est là qu'on parle d'argent maintenant. Bon, vous savez, dans toute chose, sur la pomme de terre, je vais vous dire un secret aujourd'hui. Il faut maximiser le rendement pour pouvoir avoir beaucoup de bénéfices. Parce que imaginez, je prends un exemple terre à terre, vous investissez 1000 francs dans un champ. Le kilogramme de pommes de terre se vend à 100 francs. Vous avez un rendement de 15 kg, ça vous fait 1500. 1500, oui. Vous avez investi 1000 francs. Vous faites un bénéfice de 500. Imaginez, vous faites, comme je vous ai dit, vous faites 100 millions. Vous investissez 1000 francs. Vous investissez 1000 francs. Vous faites un rendement de 20 kg. Le kilogramme est à 100 francs. Vous vendez les 100 francs, les 20 kg à 100 francs, vous avez 2000 francs. N'est-ce pas? Oui. Voilà, les 2000 francs. Vous enlevez les 1000 francs que vous avez investis. Vous avez quel bénéfice? Vous avez 1000 francs. Donc c'est différent. Avec le rendement de 15 kg et le rendement de 20 kg. Donc je prends un exemple terre à terre. Un hectare de pommes de terre, tu as un rendement de 40 tonnes à l'hectare. Les 40 tonnes multipliées par un prix moins environ de 5000 francs, ça vous fait 200 millions. Vous avez investi combien? 100 millions. Et sur un hectare de pommes de terre, vous avez 100 millions de recettes, de bénéfices, vous pouvez dire. Ah donc, là, vous comprenez qu'il y a des arcanes, des choses qu'on ne connaît pas. Bien sûr. Sinon, seulement des choses qui ne pourraient être expliquées que par des initiés. Et voici un initié. Donc, disons, mais avec l'agriculture de la pomme de terre, quand tu investis 100 millions, tu pourrais amortir et avoir un retour comme bénéfice de 100 millions. Bien sûr. Et là, ça prend juste 3 mois au maximum. Au maximum, ça te prend 3 mois. 2 mois, 2 semaines pour la culture et les 2 autres semaines pour la préparation de la terre, entre autres. Donc, au Fouta, précisément à l'Abbé, lorsqu'on investit 100 millions de francs guinéens sur un hectare de pommes de terre, par la grâce de Dieu, après un bon rendement, on peut se retrouver avec 100 millions encore de bénéfices. Et voire plus même. Et voire plus. Parce que vous savez, j'ai pris un prix moyen de 5000 francs le kilo. Oui. Parce que vous savez, dans les 40 tonnes, vous aurez des petits calibres. Quelquefois, vous aurez des gros calibres. Donc les dames qui viennent acheter avec nous, elles achètent les gros tubercules avec un prix spécial. Elles achètent les petits tubercules avec un prix spécial. Par exemple, vous pouvez voir le kilogramme de pommes de terre en saison sèche, ça peut aller jusqu'à 8000 francs le kilo. Et les petits tubercules peuvent aller jusqu'à 3000 francs. Donc j'ai pris la moyenne, j'ai pris 5000.
Donc 5 000 fois 40 000, ça vous fait 200 millions. Ce qui veut dire aussi pour un jeune qui n'a pas assez de moyens pour investir les 100 millions, en divisant les 100 millions par 10, par exemple, si la personne a 10 millions, si elle investit les 10 millions, elle pourrait amortir, avoir son argent, les 10 millions et avoir aussi comme bénéfice 10 millions. Quand vous faites 1000 mètres, quand un jeune qui vient de commencer veut faire 1000 mètres carrés de pommes de terre, il investit 10 millions, il peut avoir 10 millions de bénéfices. De bénéfices. Bien sûr. Bravo, mon frère. Wow. Maintenant, pour une personne qui ne veut pas faire de la pomme de terre, est-ce qu'il y a autre culture? Bien sûr, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, il peut faire de l'aubergine. Ok. L'aubergine, est-ce que l'aubergine est rentable comme la pomme de terre? Bien sûr, l'aubergine est rentable. La seule différence est que la pomme de terre est rentable d'un coup. Okay. Mais l'aubergine, c'est échelonné. C'est échelonné. Okay. C'est échelonné parce que à chaque 2 semaines, tu fais une récolte. À chaque 2 semaines, tu récoltes. À chaque 2 semaines, tu récoltes, tu commercialises. Maintenant, dans tout ça aussi, nous avions compris déjà, en faisant de l'agriculture au Fouta, on peut devenir riche parce qu'il y a de l'argent déjà. Bien sûr. Maintenant, est-ce qu'il y a des... Si l'agriculture n'était pas rentable, mon frère, nous serons déjà commerçants à Madina. Ah, ouais, ça quand même. Si l'agriculture n'était pas rentable, toujours... Parce que déjà, depuis 1989, un travail existe. Les entreprises, ça veut dire qu'il y a... Bien sûr. Ok. Maintenant, est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez en tant qu'agriculteur? Bien sûr, il y a d'énormes difficultés. Il y a d'énormes difficultés que nous rencontrons. Comme dans toute activité. Comme dans toute activité, il y a des difficultés qui sont là. Mais que nous essayons de gérer de jour en jour. Parce que, étant donné que à chaque fois que tu te heurtes à quelque chose, tu gagnes en expérience. Comme mon père le dit tantôt, on ne perd jamais. On gagne qu'en expérience. Ah, une citation de Nelson Mandela qui disait « Dans la vie, je ne perds jamais, soit je gagne ou j'apprends. » Ah, ok. Voilà, donc, quelle coïncidence. Ouais. Voilà, donc, maintenant, parmi les difficultés, pourriez-vous énumérer quelques-unes? Oui, premièrement, les agriculteurs sont confrontés aux problèmes phytosanitaires. C'est-à-dire aux problèmes de maladies. Les maladies comme le mildiou, c'est une maladie vraiment... il y a eu un moment, ça a fatigué beaucoup les agriculteurs. Parce que imaginez-vous, le mildiou, c'est une maladie qui attaque le feuillage. Les feuillages de la pomme de terre. Et vous savez, comme moi, que la plante se nourrit par les feuilles. Donc déjà, quand les feuilles sont affectées, elles ne se nourrissent plus. Donc les tubercules ne grossissent plus. Et le mildiou attaque la pomme de terre pendant la période de grossissement des tubercules. Et le rendement sera affecté. Donc au lieu d'avoir 40 tonnes à l'hectare ou 35 tonnes à l'hectare, on peut se retrouver avec 10 tonnes ou 15 tonnes à l'hectare. Donc vous savez, la pomme de terre, elle a 3 phases. La première phase, c'est entre le premier jour de semis et le premier mois. Entre le premier jour et le 30e jour. Là, la semence essaie de s'enraciner dans la terre pour pouvoir se nourrir par l'eau qu'elle reçoit dans la terre. Donc entre 30 jours et 60 jours, là on dit qu'elle se tuberculise. Elle se tuberculise, c'est-à-dire ces tubercules sont en train de pousser, de grossir. Et c'est là, c'est cette période critique que le mildiou attaque le feuillage. Et c'est ce qui permet à la tubercule de ne plus grossir. Donc pour que vraiment les tubercules puissent grossir. Parce que vous savez, la tubercule de pomme de terre, il y a 70%, il y a 40% de matière sèche. Et tous les autres 60%, c'est du liquide. Donc elle a besoin de beaucoup d'eau. D'accord. Maintenant, pour 1 hectare de pommes de terre, les pommes de terre ont besoin de quelle quantité d'eau par jour? Bon, vous savez, la pomme de terre, un plant de pommes de terre, si mes expériences sont bonnes, un plant de pommes de terre a besoin de 2 litres d'eau. Par jour? Non, pendant tout le processus. Ah, ok. Pendant tout le processus. Donc sur les 40 000 plants que dispose l'hectare,
Et les 40 000 plants multipliés par 2, ça te fait 80 000 litres. Ok. La pomme de terre a besoin de beaucoup d'eau. Ok, merci. Ça prend? Oui. Ah, ok. Maintenant, pour un jeune, nous avions déjà... Merci pour ces différentes informations, parce que disons, comme je l'ai dit au prime abord, ce sont des arcanes, juste des trucs qui sont réservés aux initiés. Si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas comprendre les profondeurs vraiment du métier. Pour un jeune qui se dit non, moi ma passion comme vous est l'agriculture, la culture agricole, est-ce qu'il y a autre domaine dont vous pourriez le recommander d'y investir? À part l'agriculture? Oui. Bien sûr, comme je vous l'ai dit à l'entame de l'émission, je suis un agriculteur avant tout, mais ensuite éleveur. Ah bon? Oui, et fabricant d'aliments. Donc je suis éleveur aussi, de poules pondeuses et de poulets de chair. Donc je suis dans toutes ces activités. Donc on peut dire l'agriculture part aussi avec l'élevage? Bah, bien sûr, c'est deux activités qui vont ensemble. Comme tout à l'heure je vous ai dit que l'agriculteur a besoin de la fiente produite par les éleveurs, par les poules. Et l'éleveur aussi a besoin du maïs produit par l'agriculteur. Donc c'est le serpent qui se mord la queue un peu. C'est un cercle vicieux. Rien ne se perd, tout se transforme. Ok, ah là je comprends. Donc dans les meilleures conditions, et si je comprends bien, au Fouta, j'ai remarqué que les gens qui font de l'élevage aussi font de l'agriculture. Bien sûr. Donc on peut dire... Oui, ce sont des activités complémentaires. Okay. Ce sont des activités complémentaires. Donc ça permet encore plus de réduire les coûts de revient, par exemple, de la pomme de terre. Parce que quand toi, éleveur, tu produis de la fiente, tu amènes dans ton champ, même si sur sur la période de comptabilité, tu es obligé de mettre les 50 000 avec quoi. Si c'était quelqu'un d'autre, tu achetais. Mais toujours que si c'est toi qui produis, ce ne sera pas la même chose que si tu allais acheter avec un particulier. D'accord. Et là, nous sommes presque au terme de notre émission. Je ne ferai que vous remercier, Elhadj Amadou Dansoko, d'avoir accepté, malgré votre emploi très sage. Merci d'avoir accepté notre invitation. Maintenant, cette dernière fois, si vous aviez un petit message à lancer aux jeunes comme vous, de votre génération, ou on ne sait pas, de toute la jeunesse guinéenne ou de l'Afrique, vous allez vous faire le devoir d'adresser ces messages à la jeunesse.